Christophe Dauphin, bonjour. Bonjour. On va parler avec vous aujourd'hui de cette étonnante anthologie de la poésie normande depuis la naissance de la région à nos jours. Alors c'est un ouvrage assez étonnant parce qu'il est quand même relativement exhaustif. Vous avez fait des choix, bien évidemment, on va y revenir dans quelques instants. Il est publié aux éditions Clarisse. Et votre éditeur me disait tout à l'heure qu'en fait, comme disait Baudelaire, c'est mieux d'être soi-même poète pour pouvoir critiquer la poésie. Vous êtes poète. Racontez-moi un petit peu comment vous avez travaillé et depuis combien de temps vous vous êtes mis à cette œuvre gigantesque. Là, il faut remonter le fil du temps. Je dirais que je pratique ces auteurs, entre autres, depuis une quinzaine d'années, je dirais, en termes de lecture. Ce qui fait que c'est un projet que j'ai porté et qui est né en moi au fil du temps. Il y a eu un élément effectivement déclencheur, donc qui a été ma rencontre avec Léopold Sédar Senghor en 1996, avec lequel effectivement on s'est beaucoup entretenu de poésie. Vous avez parlé de la normanditude. Voilà, de la normandité, de la poésie et justement des auteurs normands, y compris Alors, ceux qui sont excusez-moi, je d'origine. précise, Senghor qui était installé en Basse-Normandie avec son épouse, dans la maison de son épouse, oui, dans l'agglomération de Caen. Tout à fait. Voilà, petite précision importante. Et, revenons, si vous voulez bien, à, j'allais dire, d'abord la première poésie, celle qui naît. On parle évidemment de Roland, mais globalement, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été, j'allais dire, le déclencheur de la poésie dans notre région? Ça, le déclencheur a été, comme au sein de la poésie française, dont d'ailleurs les poètes normands peuvent être considérés comme les fondateurs, puisque c'est en anglo-normand, donc au temps où il y avait le duché de Normandie et le royaume d'Angleterre, donc après la bataille de Hastings. Donc là, on est au XIe siècle. C'est à cette époque qu'est née à la fois la langue française, la littérature française, et le premier chef-d'œuvre de la littérature normande et française, donc qui est la chanson de Roland. Donc là, on est dans le poème épique, dans la geste, où on raconte les guerres, les grands faits et gestes de l'époque. Alors, on avance un petit peu dans l'histoire, le XVIe siècle. Alors, il y a ces grands cercles de pensée. Là, on organise un petit peu. Et puis, il y a aussi, il faut quand même le souligner, l'importance probablement de l'imprimerie. C'est-à-dire que ce qui était réservé à un cercle d'initiés et puis de gens riches, appelons un chat un chat, là, tout à coup, on commence peut-être à s'ouvrir à l'extérieur. Oui, ça joue énormément, les universités également, et d'un point de vue historique, donc les guerres de religion. Donc là, il y a pendant la guerre, après la guerre et après la guerre de religion, effectivement, il y a une certaine liberté qui s'instaure et une apparition d'une tradition en particulier en Normandie, donc une tradition satirique. C'est un des fondements que l'on retrouve chez les poètes normands, des origines jusqu'à nos jours. C'est ce goût de la critique, de la satire, ce besoin de satire, et surtout également, ce qui va de pair, l'esprit de résistance. Voilà, finalement, on fait passer des messages. On porte un regard, je dirais, sur son temps, sur son époque. Donc ça peut être les mœurs, ça peut être les œuvres des autres auteurs. Donc c'est un regard quand même relativement acide et corrosif. Et il y a vraiment une tradition normande qui naît donc à cette époque, donc au XVIe siècle, qui a été portée par des gens comme Lafresnay ou comme Vauquelin des Yvetot, Sonnet de Courval, bon, qui pour moi, d'après moi, n'ont pas pris une ride. Et on est sous la monarchie de droit divin, donc ils ont une liberté d'expression qu'on pourrait considérer comme réduite, mais ils ont une audace, une liberté dans le ton qui devrait faire frémir certains poètes d'aujourd'hui qui se comportent davantage comme des courtisans que eux ne le faisaient au XVIe siècle. Et c'est ça qui les rend effectivement admirables. À la même époque aussi, on a David Ferrand qui écrit en langue purinique à Rouen, donc c'était le quartier des drapiers, donc la langue des drapiers, donc et David Ferrand va être extrêmement également, donc va se révolter contre le pouvoir royal. Alors, au cours de cet entretien, on ne peut pas évoquer tout le monde, bien évidemment. Il y en a qui sont célèbres, certains un peu moins célèbres. Vous dites vous-même d'ailleurs que bon, il y a des périodes où ça a mieux marché, mieux fonctionné que d'autres, et certaines périodes où il y a eu un certain vide, notamment en période révolutionnaire. Vous évoquez le XVIIIe siècle en disant que ça a été carrément un néant. Qu'est-ce qui s'est passé là concrètement? Puisque finalement, vous évoquiez tout à l'heure la liberté de penser de certains poètes. On aurait pu penser justement qu'au moment de la Révolution, on allait être encore plus libre. Oui, c'est le cas, mais on est plus tourné, je dirais, vers d'autres genres, donc vers le roman, vers le théâtre, vers la philosophie.
Et en poésie, ce n'est pas qu'on cesse d'écrire de la poésie. La poésie, elle est présente depuis Lascaux, depuis les cavernes jusqu'à nos jours. C'est toujours un art de résistance, un art de combat, et celui qui va fracturer... Du témoignage. Voilà, et celui qui va fracturer la réalité intérieure comme aucun, je dirais. Donc il y a énormément toujours de livres, de poètes au XVIIIe siècle, mais on est un peu dans la fadaise, quoi. C'est désuet, et il y a très peu de choses, très peu de poètes, très peu d'œuvres qui vont traverser ce XVIIIe siècle pour nous parvenir. Donc on cite toujours en général André Chénier, donc le poète guillotiné. Qui va être guillotiné, voilà, bien sûr. Qui est un grand poète et peut-être le seul grand poète de ce siècle. Alors le XIXe siècle, que ce soit en musique comme en littérature, et en particulier dans la poésie, c'est l'époque du romantisme. Et là, on se libère de certaines chaînes. Et c'est un peu pareil dans toute l'Europe d'ailleurs. Mais dans la région, ça va être un foisonnement. Voilà, bon, ça arrive un petit peu plus tard en France, hein, étant donné que en Angleterre, donc c'était plutôt au XVIIIe siècle. Chez nous, ça arrive au XIXe siècle. On est un petit peu en retard, mais effectivement, il y a une libération. C'est le premier grand mouvement dans lequel on va bien sûr retrouver des Normands. Parce que c'est la spécificité aussi, en faisant cette anthologie, ce fil conducteur de remarquer qu'à chaque époque de l'histoire et dans chaque mouvement important littéraire, comme l'est le romantisme, comme le sera après le Parnasse, qui va prendre la relève en quelque sorte du romantisme, nous retrouvons toujours des poètes normands. Je ne fais pas de prosélytisme en disant cela, c'est un constat effectivement. On va retrouver toujours des auteurs normands et non des moindres comme principaux protagonistes de ces mouvements. Donc romantisme, effectivement, le Parnasse, le mouvement Parnasse, avec Glatigny, poète effectivement qui m'est cher, poète normand qui m'est cher, et ensuite donc le symbolisme. Alors vous êtes assez ouvert parce que finalement à un moment vous évoquez notamment Robert Piron-Marette qui est un Jersiais et on sait que Victor Hugo a été exilé à Jersey et à Guernesey, on le connaît, Hauteville House à Saint-Peter-Port et à l'époque bon il y a un patois et d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il va là-bas? C'est aussi parce que il comprend la langue que parlent les gens. Et Victor Hugo qui dira à un moment aussi, le patois c'est une langue comme une autre, c'est une langue riche, il ne faut pas la mépriser. Est-ce que justement, il y a, bon, Victor Hugo qui était déjà très célèbre, mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une aide de la part des grands parce que là, vous en citez beaucoup qui sont peu connus, et vous avez raison de le faire parce qu'on les découvre grâce à vous, mais il y a aussi ceux qui ont soutenu en quelque sorte le mouvement poétique. Est-ce qu'on peut dire par exemple de Victor Hugo, mais d'autres, que ça a été le cas? Est-ce qu'ils ont aidé un petit peu ces poètes à développer? Oui. Victor Hugo, c'est l'homme océan. Il est évident que les propos sur les poètes jersey ou de Guernesey ont eu effectivement une grande importance. Ça a valorisé leur création, ça a valorisé la langue normande et ça a encouragé, je dirais, cette renaissance de l'écriture en langue normande qui a toujours existé, qui existe toujours de nos jours. Et à laquelle effectivement je me suis intéressé parce que pour moi effectivement écrire en normand ça n'assure pas forcément une qualité extraordinaire, mais ça fait pas de vous non plus, pour parler crûment, un plouc ou un mauvais poète. Il y a un tri à faire comme dans toute création et comme dans toute époque. Et dans la langue normande, bon il y a un poète admirable qui est Louis Beuve, qui est peut-être le plus grand poète en langue normande, ou pour parler d'un poète qui est toujours vivant, Marcel Dallarin, qui sont des gens effectivement extrêmement intéressants. Alors, je suis sûr que les Normands qui nous suivent aujourd'hui sont très contents d'entendre ce que vous êtes en train de dire. Alors, on va conclure peut-être par un petit coup de cœur. S'il fallait, je sais que c'est pas facile, allez, faites un petit effort. Oui, dites-nous s'il y a, mais... voilà, allez, un poète récent, contemporain, qui a fait tilt dans votre esprit, qui vous plaît davantage, et que vous voudriez peut-être nous faire partager à travers ses poésies. Ça, c'est pas facile. On va prendre parce que vraiment à chaque siècle, on a des coups de cœur. Il y a des gens remarquables, des œuvres remarquables et des personnages, quoi, qui sont parfois des personnages. Oui, parce que l'histoire des poètes est au moins aussi intéressante que leurs œuvres. Oui. Je pourrais citer au moins parmi les vivants, trois poètes qui me sont chers, des poètes modernes qui incarnent à mes yeux donc je dirais la normandité moderne, qui est le fil conducteur de tout cet ouvrage. C'est de citer donc Loïc Héry, donc un poète de La Hague qui est décédé à l'âge de 36 ans, un poète très important. Jacques Moulin également, avec Escorter la mer, qui a écrit un livre très important pour la normandité à mon avis, et Éric Sénécal, donc avec Le chant de la pierre tombale. Ce sont
Donc le premier décédé, les deux autres sont toujours vivants, et pour moi ce sont des poètes très importants, des poètes normands très importants, et poètes tout court très importants. À cela, ajoutons deux disparus, deux aînés qui me sont chers, donc Jean-Pierre Dupré, poète surréaliste rouennais, qui s'est suicidé, et Jacques Prével, donc de Bolbec, d'ailleurs sur lequel j'ai écrit une monographie qui paraîtra en juin, d'ailleurs toujours aux éditions Clarisse. Donc il y a une continuité dans ce projet donc également. Voilà, puis on peut souligner effectivement que les éditions qui vous soutiennent, les éditions Clarisse en l'occurrence, sont les éditions qui tiennent à défendre la poésie, et je crois que c'est important. Christophe Dauphin, merci d'être venu nous aider à partager un petit peu votre cheminement au cœur de la poésie normande, de la vraie poésie normande. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Riverains des Falaises, anthologie des poètes normands du XIe siècle à nos jours, publié, je le rappelle, aux éditions Clarisse. Merci. Merci.